Pour ce Vivre ensemble spécial Europe, une invitée surprise vient nous rendre compte de son travail de députée européenne. Nous avons la joie de recevoir sur FM+ 91 FM à Montpellier, Virginie Rozière. Virginie Rozière est députée européenne, fait partie du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Virginie Rozière siège au Parlement européen à la Commission Marché intérieur et protection des consommateurs, le IMCO, et à la Commission des affaires juridiques. Elle est également coordinatrice de la Commission des pétitions. Virginie Rozière est par ailleurs élue conseillère régionale sur la liste de Carole Delga en région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Elle est aujourd'hui en dialogue avec Gérard Rousset, animateur sur la radio FM+. Sur Radio FM+, donc nous avons le plaisir d'inviter Virginie Rozière. Virginie Rozière, donc députée européenne. Alors députée, une députée ou un député ? Une. Mais... Bon, bah oui, c'est normal, hein, après tout. Hein, on va pas, le masculin l'emportant constamment sur le féminin, il faut de temps en temps que ça s'arrête un peu tout ça. Alors, là-dessus, donc vous êtes donc députée européenne pendant encore un an, c'est ça ? C'est un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an. On va revenir là-dessus d'ailleurs, sur ces notions de temps. Député, alors député, c'est un vaste mot ça, parce que il est à toutes les sauces. On parle d'un député français, un député européen. Alors on sait qu'un député français, généralement, ça sert à trouver un logement, ça sert voilà, à trouver du boulot aussi. Mais un député, bon, ça sert aussi à autre chose, je vous l'accorde. Oui, quand même, c'est un petit peu caricatural. C'est peut-être un peu caricatural, mais demandez aux gens dans la rue, que fait un député français ? Ah, il vote les lois ? Bah oui, il vote les lois, oui. Mais un enfin, député européen, c'est pareil. Oui, c'est les lois européennes. Voilà, c'est surtout alors les lois européennes. Mais comme on sait que quand même plus de 75% des lois françaises sont des reprises des lois européennes. Oui, mais il y a de toute façon des démarches d'adaptation. Mais ceci dit, j'ai l'habitude de dire que pour rien au monde, je n'échangerai mon mandat de députée européenne contre un mandat de députée national. Enfin, je trouve que c'est un mandat magnifique, une lourde responsabilité, mais des sujets passionnants et puis beaucoup de liberté. Moi, je vois un peu là comment... Alors ça s'est pas rangé en plus, mais quand je vois comment fonctionne l'Assemblée nationale aujourd'hui, soit vous êtes dans la majorité, mais vous obéissez aux ordres, soit vous êtes dans l'opposition, auquel cas ça vous donne une tribune, mais votre capacité à peser sur le cours des choses est limitée. Tandis qu'au Parlement européen, on est sur des majorités qui sont composites. Donc tout le monde a un rôle à jouer. On doit construire ces majorités en discutant un peu avec tout le monde. La responsabilité des dossiers tourne entre les groupes politiques. Donc il n'y a pas de majorité d'opposition. Vous pouvez vous retrouver dépositaire d'un dossier et à vous de constituer vos majorités pour faire passer vos idées. Et on peut arriver à faire bouger les lignes comme ça et arriver à des résultats qui ont un impact sur la vie quotidienne des Européens. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à la fois passionnant pour les sujets traités et puis très exigeant aussi, mais en termes de responsabilité sur nos décisions. Oui, parce que les décisions que vous prenez, en fait, sont des décisions qui vont être applicables à tous les pays européens. Et en plus, il faut vous mettre d'accord entre vous, parce qu'entre un député européen suédois ou un député européen espagnol, italien et français, je pense qu'on a des visions de la vie un peu différentes. Oui, mais c'est ça qui fait aussi l'utilité, la beauté d'avoir cette assemblée, c'est de réconcilier, ou en tout cas d'amener ensemble des visions qui ne sont pas si éloignées que ça, mais qui peuvent être différentes. On y arrive, il faut dire, beaucoup mieux au Parlement européen que n'arrivent à le faire les chefs d'État et de gouvernement entre eux. Parce que peut-être ce qui nous réunit au Parlement européen, c'est vraiment d'incarner cette idée d'un intérêt général européen, et c'est ce vers quoi nous tendons tous. Alors avec des visions effectivement différentes selon les nationalités, mais aussi, et peut-être plus encore, selon les appartenances politiques. Et c'est aussi sur certaines conceptions de ce que devrait être le projet européen. Est-ce qu'il est uniquement économique ou est-ce qu'il est aussi solidaire, humaniste, écologique ? C'est peut-être là aussi que les visions sont différentes. C'est pas forcément des questions de nationalité sur ces sujets. Oui, mais quand même, je dirais, vous êtes plus fédéraliste que ne le sont les chefs d'État et de gouvernement. Ah, clairement. Ils sont beaucoup trop jaloux de leurs prérogatives et dans sans doute une logique bien trop étriquée et à courte vue. Alors, on vous a invité là sur Radio FM+, parce qu'il va y avoir des élections européennes. Mais est-ce que les citoyens connaissent la date des futures élections européennes ? Peut-être pas encore, c'est dans un peu moins d'un an, donc c'est encore un peu loin.
mais je vais la donner, hein, comme ça, j'espère que tout le monde la notera dans ses tablettes. Ce sera le 26 mai 2019. Oui, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup quand même dans les médias actuellement. On n'en parle pas trop encore, c'est vrai. Quand c'est des députés français, on en parle au moins 2 ans avant. Il y a les présidentielles de toute façon qui vont avec. Oui, Alors il y a forcément, les présidentielles, donc là, oui. forcément, ça focalise l'attention. Non, je pense que en 2014, ça avait été effectivement assez catastrophique en matière de visibilité sur la campagne des européennes. On avait eu les municipales 2 mois avant. Les médias n'avaient quasiment pas traité la question des élections européennes. Là, ce sera les premières élections, après justement l'élection présidentielle, les élections présidentielles et législatives de 2017. Donc, je pense qu'on aura peut-être un petit peu plus de couverture et un petit peu plus d'attention, parce que ce sera aussi un test électoral pour Emmanuel Macron, après 2 ans d'exercice du pouvoir, de voir comment il est reçu, certes dans une perspective européenne par les électeurs, mais j'espère aussi qu'on pourra justement arriver à ne pas nécessairement que nationaliser ce débat, mais aussi parler des vrais sujets européens. Ce sera pas forcément une mince affaire. Oui, alors, on reviendra justement sur cette notion-là, je dirais, que de la façon de régler les problèmes entre les pays, et surtout en interne. D'ailleurs, ça peut être intéressant, en particulier sur l'immigration, d'ailleurs. Je pense qu'on va en parler. Je pense qu'on va en parler, oui, tout à fait. Mais si on revient à l'historique du Parlement européen. Au départ, en fait, c'était les députés européens n'avaient aucun pouvoir. Tout à fait. Hein. Ils étaient... C'était des parlementaires nationaux qui siégeaient dans une assemblée européenne. Oui, on trouvait un député national qui faisait rien dans son coin. On lui disait, puisque tu n'as rien à faire, va faire un tour à l'Europe. Ça t'occupera toujours. Ou aussi peut-être parce que c'était des gens que ça intéressait. Hein, oui, il devait y en avoir que ça intéressait. Mais d'une manière générale, après, on est tombé sur du recyclage de personnel politique. Hein, t'as perdu ces élections, tu vas te présenter aux élections européennes, ça va toujours t'occuper 5 minutes. Hein. Il y a eu quand même cette attitude. Quand même. Ça existe encore, hein, mais là aussi, je pense qu'il faut... Ça existe. On ne peut pas le nier. Non, mais je suis pas gentil quand je dis ça. C'est le problème, c'est la difficulté, parce que c'est souvent le portrait qu'on dresse des députés européens à partir de quelques cas réels, très problématiques, pas du tout enthousiasmants, mais ça occulte en fait la réalité de la majorité des députés européens, y compris français, parce qu'on dit où en fait pour une poignée, ou peut-être deux poignées sur les 74 députés de recasage politique, on a aussi la majorité des députés qui ne sont pas forcément les plus connus d'ailleurs, parce que en fait, ceux qu'on recase, qui se recasent au Parlement européen, c'est en général ceux qui ont eu une carrière politique nationale et qui ont la notoriété. Les autres députés, ceux qui travaillent, ceux qui sont là par conviction, ceux qui bossent leur dossier, c'est pas forcément les plus connus, c'est pas forcément ceux dont on parle le plus, mais c'est sans doute les plus nombreux. Et c'est ceux qui mériteraient le plus qu'on parle d'eux. Tout à fait, mais souvent, je dirais, on voit par exemple chez les Allemands, par exemple, des gens qui font des carrières politiques en tant que députés européens, alors qu'en France, un coup, on est député, le coup d'après, on en trouve un autre, etc. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de continuité dans un certain nombre de pays pour asseoir cette Union européenne, alors qu'en France, j'ai l'impression que parfois, on la prend un peu par-dessus la jambe. Oui, il y a sans doute amélioré la question de la continuité. Après, moi, je ne suis pas non plus pour cumuler les mandats à l'infini. Bout de 2-3 mandats, on peut aussi passer la main aux nouvelles générations. Un mandat pour s'installer, mandat pour travailler et un mandat pour passer la main. 2 c'est bien, 3 c'est bien aussi, voilà. Mais c'est vrai qu'un mandat, en fait, on ne mesure pas la nécessité aussi d'asseoir sa légitimité vis-à-vis de nos partenaires européens, pour les députés européens. C'est vrai que ça prend un peu de temps, ça va plus ou moins vite selon le travail, la personnalité de chacun. Mais c'est vrai que je sais que moi, par exemple, j'aimerais bien faire un 2e mandat, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à me faire reconnaître dans mon travail par mes homologues, et c'est vrai que ça donne après la possibilité sur un 2e mandat de prendre des fonctions de responsabilité qui permettent aussi d'augmenter l'influence des Français, des députés français dans l'institution, que ce soit en prenant par exemple des présidences de commission, des fonctions dans les groupes politiques. Donc ça se construit dans la durée, oui, et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait parfois défaut. Et puis un premier mandat, déjà il faut découvrir en fait ce monde particulier. C'est vrai que c'est une machine institutionnelle et puis un microcosme aussi bien particulier.
qu'il faut apprendre à maîtriser, dont il faut savoir appréhender les rouages. Il y a toute la lettre du processus institutionnel, hein, la codécision, comment ça marche la machine législative, et puis après il y a tout ce qui n'est pas écrit dans la règle, mais qui se pratique au quotidien, c'est-à-dire les usages, les pratiques, les différentes connexions, comment maximiser son influence, comment être le plus efficace. Justement, je parlais de constituer des majorités. C'est des choses qui passent aussi par des relations, voilà, une compréhension fine relationnelle qui se construit avec le temps. C'est comme toute structure humaine, finalement, tout ne se passe pas que dans le prétoire. Exactement. Vous avez été élu sur des listes régionales. Oui, sur des circonscriptions. Sur des circonscriptions régionales. Ouais. Et on a tout changé, on rebelote tout en France, et on a décidé de revenir sur des listes nationales. Vous êtes bien inscrite, vous, effectivement, sur votre région, vous êtes sur Montpellier. Vous avez l'habitude de parcourir votre secteur, mais est-ce que c'est une bonne chose d'avoir des listes nationales par rapport à des listes régionales? Parce que finalement, on va encore dire c'est des Parisiens. Oui, on va dire que c'est des Parisiens, on va dire que c'est des apparatchiks, ça va être des décisions des appareils de partis politiques, et c'est vrai que moi Alors après, l'avantage et l'inconvénient, c'est que ça va nationaliser le débat. Donc on aura une tête de liste nationale, ça va peut-être gagner en visibilité, mais ça risque peut-être aussi d'occulter les sujets européens et d'en faire qu'un débat de politique nationale alors que les enjeux sont ailleurs. Et moi, c'est vrai que ça me chagrine un peu quand même, hein, ces listes nationales, parce que voilà, je suis de Montpellier, de la région Occitanie. C'est cet attachement à la région. Moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Alors, si je suis réélu, je garderai cette présence-là, parce que c'est la région, c'est ma région, quoi, celle que je représente, celle à laquelle j'appartiens. Mais c'est vrai que c'était des grandes circonscriptions, donc c'est difficile d'être identifié, mais au moins, si vous aviez envie de vous tourner vers vos députés européens, vous pouviez savoir quels étaient ceux qui vous représentaient. Vous n'aviez pas une liste de 74, 79 l'année prochaine. Vous saviez quels étaient ceux qui étaient censés être là, présents. Et puis, s'ils ne sont pas là, vous pouvez dire où est-ce qu'ils sont. Tandis que sur un territoire national, ça sera peut-être plus difficile d'identifier. On en identifiera peut-être quelques-uns, mais d'identifier les députés européens. Et c'est vrai que ce lien-là, cette présence, ce dialogue, moi, que j'essaie de construire avec les citoyens de la circonscription sud-ouest et de la région Occitanie, c'est quelque chose qui sera peut-être moins simple à construire avec une liste nationale. Mais moi, en tout cas, je continuerai d'essayer à le faire à mon échelle. Oui, parce que de toute façon, sur des listes nationales, les problématiques qui sont posées par vos concitoyens, les miens aussi d'ailleurs, hein, concitoyens, Les nôtres. les nôtres, les problématiques des Occitans ne sont pas peut-être tout à fait les mêmes que celles de ces gens du Nord ou de l'Est, ou les Bretons. C'est toujours intéressant, effectivement, d'être en contact avec les réalités de terrain. Après, il ne s'agit pas forcément de défendre des intérêts catégoriels, c'est pas ça. C'est pas ce que je disais. Non, mais voilà. Mais par contre, avoir ces temps de dialogue, d'échange, d'écoute aussi, justement, des difficultés, des réalités, c'est vrai que c'est important. Moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin dans l'exercice de mon mandat, parce que ça évite. Les sujets européens, comme je dis, sont passionnants, mais ils sont parfois un peu abstraits. Et c'est vrai qu'on peut vite se déconnecter un petit peu des réalités. Donc, ces temps réguliers de présence et d'écoute sur le terrain, ils sont très importants aussi. Ils sont importants, et puis aussi sur les réalisations, parce que quand on voit effectivement que l'Union européenne travaille dans notre région, y apporte beaucoup d'argent, ça, c'est jamais dit, ça. On l'entend peu. On le dit quand même, mais c'est vrai que j'ai dû batailler encore on passe son temps à dire le département, la région, l'État a donné tant de millions pour tel ou tel des projets. Et puis c'est vrai que c'est la région qui est le délégataire d'une grande partie des fonds européens, donc qui est autorité de gestion, donc qui assure l'instruction des dossiers et le versement, pas le versement, mais l'attribution, en tout cas la prise en compte des dossiers pour les fonds européens.
J'ai dû reprendre un élu régional qui n'a pas hésité à expliquer que, mais oui, mais l'argent des fonds européens, c'était l'argent de la région, parce que c'était la région l'autorité gestionnaire. Donc, heureusement, tous les élus régionaux ne sont pas comme ça, et la plupart ont conscience, effectivement, parce que justement, il y a un lien fort entre la région et l'Union européenne, ont conscience de l'impact de l'Union européenne, mais on a encore quelques personnes qui font cette confusion. Donc, vous avez raison, c'est important de le rappeler. Parce que c'est vrai qu'effectivement, quand on est au niveau franco-français, on ne s'occupe pas de savoir si la Lozère reçoit plus d'argent ou mérite d'avoir plus d'argent que tel autre département, c'est-à-dire l'un étant contributaire, mais minimum, et l'autre au-delà de, je dirais, je veux dire, en France, au niveau français, on ne s'occupe pas de ça. Si un Non, mais département est plus bas que l'autre, etc. c'est ce qu'on appelle la péréquation, en fait, Ouais. et l'égalité des citoyens dans le service public, une forme d'égalité républicaine. C'est d'assurer justement une solidarité entre les territoires au niveau national. C'est vrai qu'on gagnerait à faire vivre cette solidarité au niveau européen si on arrêtait d'alimenter le budget européen avec des contributions qui sont faites par les États. Donc, ce qui conduit que à chaque fois, en fait, les États passent leur temps à calculer combien ils donnent et combien ils reçoivent. Mais si on avait des ressources propres qui allaient directement à une fiscalité Une européenne. fiscalité, donc un impôt purement européen. Oui, oui, oui. Et moi, je pense par exemple qu'on devrait avoir une fiscalité avec un taux minimum effectif sur l'imposition des multinationales. On voit qu'on a plein d'optimisation fiscale à l'échelle européenne, donc ça permettrait d'une part de lutter contre l'optimisation fiscale et puis de permettre d'alimenter le budget européen avec le manque à gagner de l'impôt sur les multinationales aujourd'hui. Et toujours en compagnie de Virginie Rosière sur Radio FM+, 91 MHz à Montpellier. Et puis maintenant, je souhaiterais que l'on parle d'un autre sujet, qui est l'Union européenne et les réfugiés. Il y a quand même une grande cacophonie en Europe. C'est plus qu'une cacophonie, hein. On parlait de solidarité européenne. Là, le constat est cruel. Le constat est cruel de la désunion européenne sur cette question. C'est vraiment, pour moi, une faillite morale de l'Union européenne. On se targue d'être, et historiquement à raison, le berceau de l'humanisme, une zone du monde dans laquelle justement la dignité humaine est une valeur cardinale. Et quelle est la réponse aujourd'hui en face d'une situation de détresse absolue pour des personnes qui viennent essayer justement de vivre avec cette dignité qu'on ne devrait refuser à personne sur notre sol? La réponse, elle est aujourd'hui celle de la fermeture, de l'égoïsme, presque de la cruauté, parce qu'on entend des choses absolument sidérantes et on parle bien là de femmes et d'hommes qui fuient la mort, et pour fuir la mort n'hésitent pas à risquer leur vie. Oui. Et pour en arriver là, je pense qu'il faut quand même bien se représenter la détresse absolue qui est celle qui peut pousser à l'exil. Et la seule réponse qu'on arrive à trouver, c'est celle de nos disputes et de nos égoïsmes qui refusent de simplement prendre en charge cette détresse humaine. Et puis que les pays qui sont aux premières loges, eh bien, se débrouillent avec. C'est ça. La Grèce, l'Italie, l'Espagne. Oui, la Grèce et l'Italie surtout. C'est effectivement le dysfonctionnement des règles européennes en matière d'accueil des réfugiés, des demandeurs d'asile. C'est que la lettre de la règle dit que ce sont les pays de première entrée, donc de premier accueil, et donc pour les populations qui arrivent via la Méditerranée, c'est la Grèce et l'Italie qui sont en première ligne et qui doivent, on va dire que les personnes réfugiées doivent rester sur le sol de ces États.
On a eu une très forte augmentation des mouvements de population, avec plus d'un million de personnes qui sont entrées sur le sol européen, 1 300 000 en 2015. Et c'est la Grèce et l'Italie qui ont pris en charge l'énorme majorité de ces personnes. Sur cette année-là, je crois que l'Italie, elle seule, a reçu 700 000 réfugiés. Donc, c'est une charge, il ne faut pas le contester. Ce sont des personnes qui sont en situation de grande détresse, dont il faut prendre en charge l'accueil. Mais simplement, à l'échelle européenne, à l'échelle du continent, nous avons largement la capacité, sur une population de plus de 500 millions d'Européens, d'accueillir ces personnes. Mais quand on laisse un État seul, comme l'Italie ou la Grèce, en prendre la charge, évidemment, ça conduit à des situations dramatiques. Et cet isolement, cette solitude dans laquelle on a laissé l'Italie, pour moi, est une des causes majeures de l'arrivée de cette coalition très inquiétante de l'extrême droite et d'un parti un peu inclassable qui est celui du mouvement 5 étoiles. Mais c'est enfin, voilà, avoir un ministre de l'Intérieur d'extrême droite en Italie, c'est aussi le résultat de l'égoïsme européen. En France, on entend des choses tout à fait intéressantes aussi, je dirais, faire des déclarations comme quoi les réfugiés choisissaient le pays où ils voulaient en fonction de leurs intérêts personnels. Oui, C'est quand même hallucinant d'entendre ça par rapport à des hommes politiques en France. C'est extrêmement choquant. C'est choquant. C'est extrêmement choquant. Et puis de voir aussi... Parce que quand c'est des multinationales, ça gêne personne de les voir s'installer là ou là. Hein. Non, et puis de voir aussi... Moi, je ne vous cache pas que je suis assez en colère, franchement en colère, de voir d'une part, effectivement, ce type de propos qui font suite à une loi qu'on a quand même appelée une loi asile et immigration. Enfin, ce sont deux sujets totalement différents. Les lier, les amalgamer, c'est ce que faisait l'extrême droite en France il y a 10 ans. Et à l'époque, on trouvait ça inadmissible. Aujourd'hui, ça ne choque plus personne. Ah ben non, et c'est le gouvernement, un gouvernement qui se dit progressiste, qui propose cette loi, qui met en place la législation la plus répressive à l'égard des étrangers qu'on ait connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc tout ça, moi, m'inquiète beaucoup. Et puis, je vois mal comment aujourd'hui Emmanuel Macron peut donner des leçons à l'Italie. Je n'ai absolument aucune sympathie, le mot est faible, pour le gouvernement italien actuel. Mais encore une fois, c'est la fermeture de la France en particulier vis-à-vis de l'Italie et le dos tourné à la solidarité avec l'Italie qui, pour moi, conduit à cette situation. Donc c'est facile d'aller donner la leçon au gouvernement italien actuel sans, de son côté, avoir accepté de de partager la charge de l'accueil. Ah oui, tout à fait, parce qu'effectivement, notre président de la République a lui-même annoncé très clairement qu'il n'y aurait aucun centre d'accueil en France. Tout à fait. Faut pas oublier d'ailleurs que la France, pays des droits de l'homme, a été condamnée quand même plusieurs fois pour avoir non appliqué les règles d'accueil. Oui, particulièrement. Non, mais elle a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, par le Conseil d'État. Personne ne dit rien à ça. Personne ne dit rien à ça. On parle de ces pauvres gamins qu'on sépare, etc. Mais en France, on continue à les mettre dans des lieux de résidence inappliqués. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont en rétention, c'est-à-dire qui sont enfermés dans des lieux de privation de liberté. C'est un nombre en constante augmentation. Les chiffres, je vais les donner à nos auditeurs. 2013, 41 enfants. 2014, 45. 2015, 106, 2016, 172, 2017. J'espère qu'on va déplacer quand même les 400 en 2018. C'est bien parti pour, puisque rien ne limite la détention des mineurs dans la loi asile et immigration. Au contraire, la durée maximale de mise en rétention, indépendamment de l'âge, a été doublée. Donc mécaniquement, vous allez avoir une augmentation du nombre de mineurs en rétention. Qui plus est, je parlais justement du comportement de la France vis-à-vis de l'Italie. On a eu des cas, vous l'avez peut-être entendu, donc ça c'est les condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme, mais le Conseil d'État a condamné le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour expulsion irrégulière de mineurs isolés, dont l'accueil doit être assuré par la France lorsqu'ils se trouvent sur le sol français, qui ont été reconduits à la frontière de manière illégale. 3 fois déjà l'État a été condamné, et on a même eu un incident diplomatique avec les douaniers italiens, puisque les autorités françaises ont été prises en flagrant délit de falsification de documents pour pouvoir prétendant reconduire des majeurs alors qu'en fait c'était des mineurs. Donc on voit bien que là on a un comportement des autorités françaises qui est absolument inacceptable. Et puis en plus, quand on sait que savoir si un enfant est majeur ou mineur, si on fait des tests, de toute façon la variabilité est sur 3 ans.
Donc oui, non, ça ça n'a pose pas de quand même sens. que ça n'a aucun sens. Mais Mais en même temps, c'est intéressant parce que euh, au niveau, par exemple, quand on sait que en 1789, au moment de la Constituante, parmi les députés en France, il y avait un Anglais qui n'avait même pas la nationalité française, celui-là. C'est quand même des sacrées avancées qu'on fait depuis cette époque-là. Maintenant, tout individu qui arrive sur le territoire, il est un peu gênant. alors, Sauf quand il est touriste avec du pognon. effectivement, c'est quand des étrangers arrivent chez nous, surtout s'ils sont en provenance d'Afrique ou du Proche-Orient, ce sont des migrants, mais des Européens qui vont à l'étranger sont des expatriés. C'est toujours un petit peu une approche un peu différente. Non, mais ceci mis à part, la solution, bon, on a eu une forte crise humanitaire, une crise de l'exil, une crise migratoire en 2015, mais là aussi, on paye aujourd'hui dans la crise politique autour de la question migratoire, en fait, l'incapacité européenne à faire face à cette crise humanitaire. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans une situation d'urgence migratoire, d'urgence humanitaire, puisque, alors que, comme je vous le disais, en 2015, c'est de l'ordre d'1 300 000 personnes qui sont arrivées sur le sol européen. Aujourd'hui, sur le premier semestre de l'année 2018, on est sur quelque chose de l'ordre de 20 000. Donc on est dans des proportions qui sont sans comparaison. Donc la crise est derrière nous, et par contre, les traces de la division et de la désunion européenne sont là. Et on parlait justement du Parlement, des États membres, de la différence. Ben, nous, au Parlement européen, nous avons pris la mesure justement de ce dysfonctionnement majeur, de cette non-viabilité des règles européennes en matière d'asile. On ne peut pas rester dans cette logique du chacun pour soi et laisser des pays être victimes de la géographie, comme l'Italie ou la Grèce. On doit mettre en place une solidarité obligatoire, des règles claires de répartition de la responsabilité de l'accueil. Comme je vous le disais, 510 millions d'Européens, si nous n'avons pas la capacité à accueillir, même sur les années les plus nombreuses, un million de réfugiés, c'est que quelque part, il y a un problème. Il faut savoir que la Turquie accueille plusieurs millions de réfugiés, le Liban 1 million, alors que c'est un pays qui fait quelques millions d'habitants, la Jordanie également. Plus des 3/4 des mouvements de population sont des mouvements sud-sud, donc l'accueil des populations déplacées se fait en majorité dans les pays de voisinage. Donc les personnes qui arrivent dans l'Union européenne ne sont qu'une petite partie. On a l'impression que on nous dit que sur le territoire de l'Union européenne, ce sont des personnes en nombre énorme, mais c'est faux. La réalité, la grande majorité des populations déplacées restent à proximité, dans le voisinage immédiat de leur lieu d'origine. Donc là aussi, on dit énormément de choses fausses. Mais donc nous, au Parlement européen, nous avons voté une révision, nous avons une réforme du règlement de Dublin, donc celui qui dit que aujourd'hui, c'est le pays qui est de premier accueil qui doit prendre en charge justement l'accueil, pour mettre en place cette répartition obligatoire, avec des règles claires et des critères clairs. Simplement, aujourd'hui, ce sont les États membres qui ne veulent pas bouger. Et à ce titre-là, moi j'entends quand on nous disait, le gouvernement disait au moment de la loi asile-immigration, c'est un problème européen, les solutions seront européennes. Mais oui, mais aujourd'hui, moi j'attends de voir la position de la France justement sur la répartition, et la position française n'est pas pour une révision avec une répartition de la responsabilité de l'accueil. Donc là aussi, on a un double discours. Le Parlement européen, vous parliez de la difficulté, des différences de vision. Au Parlement européen, avec nos divergences politiques, avec nos prismes nationaux différents, nous avons réussi à trouver une majorité. Avec les partis de droite, qui sont quand même pas les plus ouverts sur la question, avec toutes les nationalités représentées, nous avons réussi à trouver une majorité pour revoir les règles de Dublin et mettre en place cette solidarité européenne. Donc aujourd'hui, c'est dans la main des chefs d'État et de gouvernement et des responsables des gouvernements. Et malheureusement, les égoïsmes nationaux semblent toujours prévaloir et le dossier est pour l'instant bloqué. Et on oublie de dire une chose, c'est que quand les gens s'en vont, ils n'ont pas envie forcément de partir. Est-ce que vous avez envie de quitter Montpellier? Au-delà de ça, on peut avoir envie de voyager, mais à risquer sa vie, de risquer d'être réduit en esclavage sur les côtes libyennes, de risquer de mourir noyé au milieu de la Méditerranée, et ensuite de marcher pendant des centaines de kilomètres en plein hiver dans les Alpes. Dans les Alpes, voilà, c'est risquer de mourir de froid en passant l'école entre l'Italie et la France. Je pense que pour trouver
le courage et la détermination de prendre des risques pareils, c'est vraiment que la situation qu'on fuit est intenable. C'est comme les Espagnols après la guerre de Mais notre histoire l'Espagne, c'est de pareil que les l'humanité, Italiens, etc. l'histoire je de veux dire. l'humanité Et la faite, réception qu'on a de faite. migration et Et de oui. mouvements de population, de crise, d'exil, et puis justement de nouvelles histoires, de renaissance, de nouvelles pages de notre histoire qui s'écrivent aussi avec ces mouvements de population-là, et espérons-le, de belles pages si demain on arrive à tendre la main et à accueillir ces populations. Eh bien, écoutez, merci d'être venu rencontrer nos auditeurs. Merci à vous.